Ce garçon a tenté de surpasser la magie. Dans ce monde, les mages règnent en maître, tandis que ceux dépourvus de magie sont rejetés. Oscar, bien qu'il fût un saint de l'épée de génie, n'a jamais éveillé de magie, mais il a été réincarné des années dans le passé, à l'époque où il n'était qu'un garçon. Et maintenant, en tant que génie martial, il intègre l'académie et écrase tous les étudiants. Survolant la ville en flammes, un monstre colossal sème la destruction partout. Au milieu des flammes, les gens courent désespérément pour sauver leur vie. En observant la créature, un mage et un guerrier se préparent à affronter la menace. Concentrant son énergie, le mage utilise son bâton pour invoquer des cercles magiques. Sa préparation terminée, il se met en position pour libérer une puissance immense. Puis, plusieurs attaques sont lancées sur la créature qui fonce vers eux. Même en encaissant les coups, le monstre continue de les charger avec fureur. La magie explose de toute sa force, mais elle ne semble avoir aucun effet sur lui. De loin, les autres mages observent, réalisant que l'attaque a échoué. La créature plonge alors à toute vitesse, se préparant à contre-attaquer. Alors que le guerrier fonce en avant, il porte un coup direct sur le corps du monstre. Cependant, sa lame se brise à l'impact contre ses écailles robustes. Réalisant son échec, il est surpris par l'incroyable résistance de la créature. Sans perdre de temps, le monstre riposte avec une attaque droite devant lui. Il est touché de plein fouet et projeté dans les airs par l'impact. En voyant le guerrier au sol, le jeune homme panique face à cette situation désespérée. Mais à cet instant, un redoutable épéiste apparaît pour affronter la créature. Avec son équipe de soutien, il se prépare au combat contre le monstre. Bondissant d'en bas, il assène un coup précis en plein sur le torse de la cible. Frappé de plein fouet, la créature recule en poussant un rugissement terrible. Se reflétant dans l'œil du monstre, son attaque d'une grande précision touche un point vital. Atterrissant en toute sécurité, il regarde l'ombre de la créature se dissiper. Après le combat, il se retourne simplement et rengaine son épée. Dévoilant son identité, il s'agit d'Oscar, surnommé le Saint de l'épée. Entouré par les survivants, ces derniers le remercient de les avoir sauvés. Il leur dit alors qu'il leur confie le reste du travail. Ignorant leurs appels, il se retourne simplement et s'éloigne. En croisant un père et son fils, il se souvient d'un moment de son passé. Dans un souvenir, une petite fille dit que ce qu'elle voit est très beau. Un homme lui explique alors que c'est ce qu'on appelle la magie. À l'aide d'une baguette, il crée de nombreuses particules qui flottent dans l'air. Malgré tout, il garde un regard un peu distant et pensif. Face à sa force, une famille le regarde avec une profonde admiration pour ses actes. Dans ses souvenirs, une petite fille contemplait ce même spectacle avec émerveillement, tout comme lui qui observait la scène avec un grand sourire. Même s'il était fort, il portait toujours en lui ce même désir pour la magie. Enfant, il pouvait même créer de petits sortilèges de ses propres mains. Dans un autre décor montagneux, il commence son entraînement quotidien. Tenant une épée en bois, il se prépare pour une nouvelle série. Maniant son épée, il la balance de toutes ses forces pour fendre l'air. Au loin, deux jeunes regardent leur maître s'entraîner seul au milieu d'un champ. Curieuse, elle demande s'il s'entraîne tous les jours, ce que le jeune homme confirme. Au fil des années, ses pieds se sont enfoncés dans le sol à cet endroit précis. Il lui explique que cet entraînement continu a fini par creuser cet énorme cratère. Les ignorant, le maître se retourne simplement et lève son épée. L'élève l'observe, avec une expression de surprise sur le visage. Il lui demande alors ce qu'est le parchemin qu'elle tient. Elle se souvient alors du message et interpelle immédiatement son maître. En courant vers lui, elle lui dit qu'une lettre est arrivée de la capitale. Pendant qu'il lit la lettre, il voit son élève demander si ce sont de mauvaises nouvelles. Il lui répond que c'est une médaille et se plaint qu'il aurait dû vérifier son emploi du temps. En riant, elle affirme qu'avec ses exploits, il pourrait avoir un poste haut placé. Se plaignant des factions, il dit qu'il ne pourrait pas s'entraîner correctement dans un tel endroit. Son élève lui fait alors la remarque qu'il doit vraiment adorer l'épée. Détournant le regard, il semble réfléchir à ce qu'elle vient de dire. Avec un léger sourire, il lui avoue qu'il n'aime pas ça tant que ça. Dévoilant son passé, il raconte qu'il a choisi l'épée sur ordre de son père. Complètement surprise, l'élève reste sans voix en entendant cette révélation. Il confirme qu'il n'a pas choisi la voie de l'épéiste de son plein gré. En la regardant, il lui dit qu'il l'envie d'avoir un tel talent pour l'épée. Elle répond qu'elle a rejoint l'académie de son plein gré, mais que maintenant elle a peur. Serrant fort ses vêtements, elle montre qu'elle est très nerveuse face à cette situation. On explique que les mages et les épéistes utilisent des circuits différents pour leur pouvoir. Mélanger ces deux énergies différentes provoque un effondrement total du corps de l'utilisateur. C'est pour cette raison que le choix entre ces deux voies définit toute votre vie. Lui posant la main sur l'épaule, il tente de calmer sa jeune apprentie. Il lui conseille alors de simplement brandir son épée si elle est inquiète. Avec un sourire, elle répond qu'elle comprend et remercie son maître pour ses conseils. Plus tard, allongé dans son lit, le maître se repose seul dans sa chambre. Il se dit alors qu'il n'a aucun droit de dire cela à sa disciple. En se remémorant ces mots, il se rappelle qu'elle l'envie pour son talent. En regardant sa propre main, il se demande ce que ça ferait d'avoir un talent pour la magie.
Il répète ensuite le conseil qu'il a donné, se disant qu'il suffit de manier l'épée. Soudain, il ressent quelque chose d'étrange, ouvre les yeux et regarde sur le côté. À l'extérieur de la maison, une énorme explosion se produit soudainement. Observant la maison en flammes, un groupe de mages encapuchonnés surveille à distance. À la tête du groupe, l'un d'eux tient son bâton, prêt au combat. En discutant, un mage demande s'ils l'ont eu, mais un autre lui dit de ne pas baisser sa garde. Bondissant hors des décombres, le maître surgit soudainement, surprenant l'un des mages. En courant vers les ennemis, il réalise qu'il s'agit de mages très puissants. Il essaie alors d'identifier lequel d'entre eux est le chef de ce groupe mystérieux. Donnant l'ordre, le chef commande à tous les autres mages de préparer leur attaque. Saisissant son épée, le maître se prépare à affronter tous les ennemis présents. Esquivant les coups, il saute par-dessus les attaques pour contre-attaquer. En s'approchant, il porte un coup direct à l'un des mages encapuchonnés. Puis il remarque quelque chose, et son visage s'emplit de surprise et d'inquiétude. Prenant l'élève en otage, le chef le menace et lui ordonne de baisser son épée. Ligotée et bâillonnée, la jeune fille est terrifiée d'être prise en otage. Il demande quel est leur but, et le chef répond qu'il veut sa vie. Confus, il dit qu'il ne se rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour être autant détesté. Avec un sourire, le chef répond qu'il se doutait bien qu'il ne s'en souviendrait pas. Un autre mage ajoute qu'ils ne peuvent lui pardonner d'exister avec autant de talent. Ne comprenant rien, il leur demande de quoi il parle. Le chef lui rétorque qu'il n'a pas besoin de comprendre puisqu'il va mourir ici. Il regarde alors vers son élève, qui est toujours prise en otage. En criant, l'élève dit à son maître de ne pas s'inquiéter pour sa vie. En entendant cela, il la regarde avec une expression de pure détermination. Saisissant son épée, il déclare qu'il a enfin compris toute la situation. Surpris par ce changement, le chef des mages ne comprend pas ce qui se passe. Il prévient que leur plan a échoué et qu'il n'aurait pas dû sous-estimer son disciple. Le mage qui la retient en otage panique face à la situation. Immobile, il tourne le dos alors que les attaques de glace volent vers lui. À toute vitesse, les attaques de glace foncent pour le frapper de plein fouet. Après l'impact, un énorme nuage de fumée s'élève de l'endroit. D'abord confiant, le chef est surpris de voir ce qui s'est passé. Impressionné, le chef souligne le courage de la fille d'avoir pris un tel risque. Le corps transpercé, le maître la protège, disant que c'est la nature des épéistes. Voyant son maître gravement blessé, l'élève court désespérément vers lui, croyant qu'ils l'ont gagné. Les mages s'en vont en parlant de son talent gâché. Elle lui demande alors pourquoi il a fait ça, se blessant autant pour elle. Avec un sourire, il répond qu'il est aussi un épéiste, tout comme elle. En pleurant, elle avoue qu'elle était aussi prête à mourir pendant cette bataille. Elle s'en veut, mais il lui dit que ce n'était pas de sa faute. Incapable de l'accepter, l'élève continue de pleurer en serrant son maître dans ses bras. Avec ses dernières forces, il essaie de dire quelque chose mais n'y parvient pas. Dans son esprit, il regrette de ne pas être devenu un mage pour la protéger. Il admet alors que pendant tout ce temps, il avait toujours voulu utiliser la magie. Pour fuir la vérité, il n'a fait que manier son épée sans s'arrêter. Malgré toute cette admiration, il n'a jamais oublié son véritable rêve. Rien ne valait le bonheur qu'il avait ressenti en voyant la magie quand il était enfant. En tendant la main vers le ciel, il se retrouve dans un endroit inconnu. Il se lève alors en regardant sa main, complètement confus par la situation. Posant une main sur sa tête, il réalise qu'il aurait dû mourir. Assis, il regarde autour de lui et se demande où il est. En voyant le paysage, il reconnaît son ancien village d'enfance. Se souvenant de sa mort, il est confus d'être encore en vie dans cet endroit. À côté de son épée, il trouve une lettre et se demande ce que c'est. En ouvrant la lettre, il est complètement surpris par ce qui y est écrit. En tenant les invitations, il voit qu'elles proviennent des 2 plus grandes académies du royaume. À 15 ans, chaque jeune reçoit une invitation pour l'académie de magie ou celle d'escrime. Après avoir choisi, le candidat doit apporter la lettre aux portes de l'académie. La lettre en main, il remarque son reflet face à lui. Se posant des questions, il commence à se demander s'il est vraiment retourné dans le passé. Il réalise alors qu'il a de nouveau 14 ans, avant de devenir un épéiste. Quand quelqu'un s'approche, il reste simplement accroupi à regarder le sol. En apparaissant, son père lui demande ce qu'il fait là tout seul, en l'appelant par son prénom. Surpris, il se lève précipitamment en s'exclamant que c'est son père. En voyant son père et les autres, il comprend que s'il est revenu, son père est vivant. Son père dit qu'il a l'air arrogant et qu'il a négligé son entraînement. Se contentant de regarder l'horizon, le garçon est resté silencieux, sans rien dire. À l'époque, il ne pensait qu'à la façon de parler de son désir de magie à son père. En tant que maître d'épée, son père était chargé d'entraîner de nombreux disciples. En tant que son fils, il a naturellement commencé à apprendre la voie de l'épée lui aussi. Dans un souvenir, il court avec excitation, disant que quelqu'un lui a montré de la magie plus tôt. Avec une grande joie, il a décrit à quel point la magie semblait radieuse et magnifique. D'un air sérieux, son père répondait que la magie était une technique pour les faibles. En lui attrapant les épaules, il ordonne qu'en tant que son fils, il utilisera l'épée. Incapable d'abandonner l'épée,
il a continué à s'entraîner tout en rêvant d'utiliser la magie. De retour au présent, il se lève et fait face à son avenir avec détermination. Serrant fermement l'épée, il se dit qu'il en a assez de cette fin. Déterminé, il affirme que dans cette vie, il suivra la voie qu'il désire vraiment emprunter. Son père lui demande alors à nouveau pourquoi il négligeait son entraînement. Détournant le visage, il répond qu'il a déjà passé toute une vie avec l'épée. Surpris par la réponse, son père le regarde simplement en silence. Déchaînant son pouvoir, il invoque plusieurs épées d'énergie autour de lui. L'un de ces hommes ressent la pression, repoussé par cette puissance. Les deux autres sont jetés à terre, incapables de supporter la force qu'il a libérée. Même avec toute cette puissance, le garçon reste immobile face à son père. Stupéfait, l'un des hommes se demande comment il peut être si calme. Ignorant la pression, il tient bon, fixant son père sans reculer. Son père l'observe, réalisant que son fils ne faisait pas que s'amuser. Dissipant sa technique, il dit qu'il semble qu'il ne plaisantait pas. S'approchant, il pose une main sur l'épaule de son fils, reconnaissant sa force. Il dit ensuite qu'un jour, il pourra lui confier sa culpabilité. En voyant cela, les autres hommes regardent le jeune garçon avec envie. Avec un léger sourire, son père se retourne et commence à s'éloigner. Pensant à son père, il reste planté là, réfléchissant à ce moment. Courant vers lui, il enlace son père par derrière de toutes ses forces. Deux hommes l'encerclent, disant qu'il avait hâte de le revoir. Avec un sourire, l'un d'eux propose de lui donner une petite leçon d'épée. En se rappelant du passé, il réalise que ces types étaient là avant aussi. Ils étaient ses partenaires d'entraînement, qu'il affrontait toujours à la demande de son père. Mais après avoir éveillé leur énergie, il le laissait toujours de côté. Profitant de l'occasion, ils passaient leur frustration sur lui en faisant semblant de lui enseigner. De retour au présent, il se prépare au combat contre ce même homme. Lui disant de se dépêcher, l'homme canalise son énergie dans l'épée en bois. La présence de cette énergie créait un écart de puissance que sa technique ne pouvait surmonter. Ignorant le défi, il se retourne et commence à marcher vers la rivière. Tenant son épée, il est reconnaissant pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. En voyant cela, l'homme est complètement choqué, ne comprenant pas son comportement étrange. Jetant l'épée dans les hauts, il surprend son rival qui trébuche face à ce geste. Le traitant de lâche, les autres crient en lui demandant s'il compte fuir le combat. Furieux, l'homme le traite de honte en se préparant à frapper. Le dos tourné à tout le monde, il fait face à l'horizon en ignorant totalement leur provocation. Avec un sourire, il annonce qu'il sera un mage et n'utilisera plus l'épée. Hurlant qu'il n'y ira pas de main morte, il fonce vers l'avant avec son épée en bois. Observant l'attaque, il analyse les mouvements de son ancien partenaire d'entraînement. Son rival a utilisé l'énergie de l'épée pour renforcer tout son corps. Mais grâce à une barrière, il bloque facilement le coup, choquant son adversaire. Il dit ensuite que ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Furieux, le rival grince des dents, refusant d'accepter cette provocation directe. Attaquant avec fureur, il tente de porter plusieurs coups mais les rate tous. Il réalise alors qu'il est retombé dans sa vieille habitude de se battre comme si ce n'était qu'un entraînement. Indigné, il hurle, demandant pourquoi il n'arrive pas à placer un seul coup. En tendant la main, il se prépare à mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. D'un mouvement rapide, il désarme facilement son adversaire. En marchant sur l'épée, il porte un coup qui jette son rival au sol. À terre, le rival hurle de rage, le traitant de connard. Se tenant devant lui, il se prépare à porter le coup de grâce. Il demande alors pourquoi il gâcherait son avantage face à un adversaire désarmé. En regardant derrière lui, il voit les autres retenir son rival furieux. Après un moment de réflexion, il se dit que cela tiendra son rival à l'écart pour un moment. Se remémorant le passé, il se souvient comment son père a éveillé son énergie de force. Pour éviter de commettre la même erreur, il décide de maîtriser la magie en premier. Reprenant sa route, il marche seul sur un chemin à travers la forêt. Essuyant sa sueur, il regarde autour de lui pour s'assurer qu'il n'y a personne. S'arrêtant devant un rocher, il est persuadé que personne ne pourra le voir. Dans un souvenir, un mage lui demande comment la magie est utilisée. Il explique que les épéistes raffinent l'énergie pour renforcer leur corps ou leur lame. Prêtant une attention particulière, le mage écoute son explication avec curiosité. Assise près d'un jardin, elle se prépare alors à donner un exemple. Elle ramasse ensuite un arrosoir qui se trouvait par terre à côté d'elle. Elle dit que pour eux, utiliser la magie, c'est comme arroser des plantes avec un arrosoir. Ne comprenant pas, il lui demande ce qu'elle voulait dire par là. Elle explique que le mana circule dans des circuits et se déverse dans une formule magique. Avec l'activation d'un sort, les fleurs autour d'elle commencent à éclore. De retour dans le présent, il s'assoit sur un rocher pour méditer en paix. Se souvenant du mage, il se rappelle que le mana emplit tout l'air qui l'entoure. Assis sur le rocher, il regarde le ciel en essayant de se concentrer sur la nature. Fermant les yeux, il est persuadé de pouvoir attirer le mana grâce à ses sens aiguisés. Après tout, en tant qu'épéiste, il a entraîné ses 5 sens jusqu'à leur limite. Il ferme donc les yeux, se préparant à ressentir le flux de mana.
Capable de ressentir le flux de la nature, il perçoit les oiseaux, les hauts et les poissons. Ouvrant un œil, il semble avoir enfin perçu quelque chose. À ce moment-là, le mana devient visible, s'écoulant dans toute la forêt autour de lui. Les yeux écarquillés, il est choqué de voir enfin l'énergie magique. Célébrant sa victoire, il se dit qu'il a réussi et qu'il doit maintenant tout absorber. Mais il réalise qu'il n'a aucune idée de la façon de procéder. Entendant un bruit, il se tourne brusquement en direction de ce son. Plongeant au sol, il voit quelque chose frapper le rocher juste à côté de lui. Ressentant le mana, il perçoit que quelque chose est très étrange dans cet endroit. Se relevant, il décide de marcher vers l'énergie mystérieuse qu'il a ressentie. Se déplaçant à travers la forêt, il se rapproche de plus en plus de la source du pouvoir. Il réalise alors qu'il ne perçoit la présence d'aucun être vivant, mais soudain, il se jette au sol pour esquiver une attaque. Alors que la poussière se soulève, il est surpris par la violence de cette attaque inattendue. Regardant droit devant lui, il se retrouve face à un immense golem de pierre. Il se demande alors pourquoi une telle chose se trouverait dans un endroit aussi isolé. À cet instant, il remarque quelqu'un d'autre tomber du ciel juste devant lui. Une femme atterrit alors sur la tête du golem, le foudroyant du regard. Lui faisant signe, elle lui demande ce qu'il fabrique dans son atelier privé. Avec un regard menaçant, elle lui demande s'il en a après ses recherches. Elle l'avertit alors de bien réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Se tenant devant lui, la mystérieuse femme l'observe avec une immense suspicion. Se remémorant les rumeurs, il se souvient d'une héroïne originaire du Nord gelé. Capable de commander un golem, elle valait à elle seule une armée de soldats. Connue comme la mage de la création, elle se nommait la redoutable Isabelle. Maintenant enchaînée, il n'aurait jamais imaginé la rencontrer dans une telle situation. Assise sur son trône, elle exige de savoir immédiatement à quelle faction il appartient. Puis elle pointe son sceptre, s'apprêtant à utiliser sa magie contre lui. Un vaste cercle magique se forme sur le sol, le piégeant complètement sur place. Désespéré, il lui crie d'attendre, tentant d'arrêter l'attaque. Il dit qu'il n'a pas résisté à la capture parce qu'il n'est pas son ennemi. Elle semble prendre ses mots en considération avant de prendre sa décision. Se levant, elle prépare un sort et fait ses adieux à ce mage sans nom. Hurlant, il l'avertit qu'il n'est même pas un vrai mage. Surprise par cette révélation, elle stoppe son attaque et dévisage le garçon enchaîné. Avec un sourire narquois, elle lui dit que c'est une excuse bien pathétique à utiliser. Plaçant une main sur sa tête, elle commence à utiliser une magie inconnue. L'œil brillant, elle est surprise par ce qu'elle vient de découvrir. Elle réalise alors qu'il n'y a aucun mana circulant dans ses circuits. Désormais dans une pièce, elle dit qu'elle comprend enfin sa situation. Sirotant une tasse de thé, elle informe qu'elle n'a pas l'intention de s'excuser. Elle se plaint alors d'être déjà une cible pour tout le monde autour d'elle. Surpris, il demande si elle est vraiment professeure à l'académie de magie. Il pense que c'est là sa chance d'apprendre d'elle à l'académie. Prenant une autre gorgée, elle le foudroyait d'un regard empreint de pur mépris. Se levant, il s'apprête à faire une requête très importante. Rempli d'espoir, il lui demande de lui enseigner comment manifester le mana. Froidement, elle refuse, disant qu'elle n'a aucun intérêt pour les minables sans talent. Elle lui dit alors de finir son verre et de simplement partir. Se rappelant sa propre mort, il refuse d'accepter ce destin une fois de plus. Il refuse de reculer, quoi qu'il arrive. Ignorant son ordre, il demande simplement s'il peut avoir une autre tasse de thé. Il se dit alors qu'il doit trouver un moyen de la convaincre de l'aider. En utilisant sa vision spéciale, il est capable d'analyser le mana autour de lui. Il remarque alors un défaut dans le flux d'énergie à l'intérieur de son golem. Pointant le golem du doigt, il l'avertit que la créature agit bizarrement. Soudain, le golem se met à trembler et perd le contrôle de la théière. Le golem la frappe alors sur la tête, renversant tout le liquide brûlant. Inquiet, il se lève et crie son nom en se précipitant pour l'aider. Il lui explique que les circuits de l'épaule droite du golem semblent être obstrués. L'énergie dans l'épaule du golem commence à défaillir, confirmant ses dires. Impressionnée, elle se demande comment il a su que son golem dysfonctionnait. Agrippant fermement son bras, elle exige de savoir comment il l'a découvert. Elle lui demande ensuite comment il a su que l'épaule du golem était cassée. Il répond que le flux de mana du golem lui semblait totalement anormal. Elle se rappelle alors qu'on lui a toujours dit que le mana était invisible. En la regardant, il confirme simplement qu'il peut voir le flux de mana. Elle dit comprendre maintenant comment il a brisé sa barrière si facilement. Elle se demande alors si c'était grâce à son expérience en tant qu'épéiste. Se souvenant de son ennemi, elle comprend qu'il possédait le même genre de talent. Elle réalise alors que c'était le talent que son ennemi enviait tant. Appelant son nom, elle lui fait alors face avec une nouvelle expression. Avec un sourire, elle accepte finalement de lui apprendre à utiliser le mana. Surpris, il lui dit qu'elle venait tout juste de lui refuser son aide. Tendant la main, elle lui dit qu'il a désormais piqué son intérêt. Heureux de sa réponse, il accepte la proposition avec un grand sourire. En se serrant la main, il scelle enfin l'accord pour son entraînement. En expliquant la leçon, elle dit que le mana est déjà absorbé naturellement par le corps. Il demande alors ce qu'il doit faire pour que le mana circule à travers les circuits.
Elle lui montre que le mana ne circule que lorsqu'une formule magique est utilisée. Ne comprenant pas le dessin, il demande ce qu'est cette étrange formule. En lui montrant un parchemin, elle précise que c'est un sortilège donné aux étudiants de première année de l'académie. Excité, il demande de quel genre de magie il s'agit, mais elle lui répond que c'est une surprise. Elle lui demande de ressentir le pouvoir circuler et de l'insuffler dans la formule magique. Avec un grand sourire, il déclare qu'il essaiera de toutes ses forces. Elle pense alors que cette tâche prend d'habitude au moins un mois à accomplir, mais elle se dit que si son talent est réel, les choses pourraient être différentes. Peut-être pourrait-il tout réussir en seulement un demi-mois d'entraînement. Se souvenant de ces mots, il se prépare à ressentir le pouvoir en lui. Il comprend que c'est comme raffiner son énergie, ne nécessitant que de se concentrer sur son fort intérieur. Fermant les yeux, il commence à se concentrer pour pouvoir ressentir l'énergie. Au plus profond de lui-même, il s'efforce de trouver le mana en lui. Avec un léger sourire, il trouve enfin ce qu'il cherchait. En posant sa main sur le parchemin, un cercle magique violet commence à se former. En ouvrant les yeux, il réalise qu'elle avait raison depuis le début. En regardant le parchemin, il voit que le mana était juste là. Maîtriser le mana, c'est comme apprendre à marcher avec une nouvelle paire de jambes. Personne ne naît en sachant marcher. Il faut tomber et se relever pour trouver ses appuis. Complètement choquée, elle reste là à observer ce qui vient de se passer. Même les plus grands mages du monde prennent du temps pour apprendre à utiliser le mana. Levant les yeux au ciel, il observe les diverses particules d'énergie qu'il vient de créer. S'approchant lentement, elle ne semble toujours pas croire ce qu'elle voit. Elle pense qu'il est incroyable qu'il l'ait maîtrisé dès son premier essai. Se souvenant de leur conversation, elle se rappelle la réponse qu'il a donnée à propos du golem. Puis elle se demande si c'est simplement parce qu'il peut voir le mana. Mais quelle qu'en soit la raison, elle est certaine d'une chose à propos de ce garçon. Une chose était sûre, il possédait un talent pour la magie vraiment impressionnant. En observant le résultat, il comprend enfin que c'était là la vraie magie. Avec un grand sourire, elle l'interpelle en lui disant que ce qu'il a fait était incroyable. Lui tapant dans le dos, elle a du mal à croire qu'il ait réussi du premier coup. Il déclare alors que ce n'est pas suffisant, la laissant confuse. En regardant la magie, il dit qu'elle n'a pas l'air très belle. Se souvenant du passé, il se rappelle la beauté de la magie qu'il a vue étant enfant. Ce sourire sur son visage était la preuve de sa pure admiration pour la magie. Il dit alors que la magie est quelque chose de spécial et de beau, mais celle-ci semblait différente. Pointant le parchemin du doigt, il dit que le sort ne semble pas correct d'une certaine manière. Il ajoute que, tout comme pour le golem, le flux de mana de ce sort est étrange. Se tournant vers elle, il lui demande ce qu'elle en pense, surprenant la jeune femme. Il comprend alors enfin ce qu'il veut vraiment pour son avenir. Le poing serré, il déclare qu'il ne veut pas devenir un simple mage. En criant, il déclare qu'il veut jeter une magie qui soit parfaite et belle. Elle lui répond alors que s'il a trouvé quelque chose d'étrange, il aurait dû la réécrire. Surpris par sa réponse, il s'approche d'elle avec une excitation nouvelle. Il demande ensuite comment il peut dessiner les formules magiques pour les sorts. Ailleurs, son père marche seul dans un long couloir du château. Il semble pensif, se remémorant un événement de son passé. Tombé à terre, les rivaux se demandent comment il a pu devenir si fort. S'approchant, son père demande ce qui s'est passé. Essayant de dissimuler la vérité, ils disent que ce n'était rien de grave, juste un entraînement. Avec un regard sérieux, il exige de savoir exactement ce qui s'est passé ici. Effrayé, il s'apprête à dire toute la vérité au maître. Un homme s'approche et commence à lui expliquer toute la situation. Après avoir écouté l'histoire, il reste silencieux, se contentant de regarder l'homme. Il dit ensuite qu'il a du mal à croire que Oscar les ait tous vaincus. Il leur ordonne alors de soigner leurs blessures pour que cela n'affecte pas l'entraînement de demain. S'inclinant, l'homme acquiesce et dit qu'il a compris tous ses ordres. Observant l'horizon, le père estime que le bon moment est enfin arrivé. Avec un sourire, il dit qu'il est temps d'accorder l'énergie de l'épée. Ailleurs, une bibliothèque est remplie de livres et d'objets de recherche. Il dit qu'il ne savait pas que les formules magiques étaient si profondes. Elle lui propose alors de lui prêter quelques livres pour qu'il puisse en apprendre encore plus. Avec un sourire, elle confirme, disant que toutes ses connaissances se trouvent à l'intérieur. En le cherchant du regard, elle réalise que le garçon a soudainement disparu de devant elle. Il réapparaît alors avec une pile de livres, disant qu'il va tous les prendre. Elle lui demande s'il va tout prendre, et il lui rappelle qu'elle l'a autorisé. L'interpellant, elle s'apprête à lui donner un avertissement très important. Elle lui dit qu'elle doit le mettre en garde contre quelque chose, même si cela gâche son excitation. Maintenant qu'il a abrité du mana dans son corps, il est officiellement devenu un mage. Elle l'avertit ensuite qu'il doit être très prudent lorsqu'il manie l'épée. Pendant qu'elle parle, une image de son père apparaît dans un rapide flashback. Elle termine son avertissement en disant que s'il ne fait pas attention, il finira par mourir. De retour au village des Isen, il observe tout à distance, monté sur son cheval. Étant rentré, il arbore un air sérieux et fatigué sur son visage. À l'intérieur d'une pièce, son père malade lui dit que cela fait longtemps. S'arrêtant devant le lit,
il entend son père le reconnaître enfin. Il s'agenouille alors à côté de son père qui lui tend la main. Dans un souvenir, son père le touche en disant qu'il avait vraiment du talent. Il dit aussi que l'avoir forcé à abandonner la magie n'était pas une erreur. Ce souvenir lui a laissé une grande douleur dans sa propre poitrine. Son père l'a forcé à suivre la voie de l'épée contre son gré. Tenant la lettre d'inscription, il a désormais une nouvelle chance de choisir. Devant les portes, il se prépare à entrer enfin à l'académie de magie. Pensant à son père, il se promet que cette fois, il s'inscrira en magie. Ailleurs, un homme mystérieux se tient là, regardant le feu brûler. Voyant le garçon arriver, il lui demande s'il a des affaires à discuter. D'un regard déterminé, il annonce qu'il est venu faire signer son inscription. Debout face à face, ils se dévisagent dans un silence tendu. Il dit que cela peut attendre, mais le garçon refuse de repousser cela d'un air en colère. Il semble ne pas apprécier l'attitude du jeune homme. Le garçon dit alors qu'il ne peut pas attendre car il a besoin de la signature de son père. Lui demandant une raison, il l'interroge sur le pourquoi de sa décision de suivre la voie de la magie. Il lui rappelle alors la conversation qu'ils ont eue lorsqu'il voulait utiliser la magie. Ignorant la question, il se contente de tenir le stylo, se préparant à signer. Le pointant du doigt, son père dit que ce n'était rien d'autre que de la folie. Il lui demande ensuite si ce n'était vraiment qu'une simple folie. Baissant la tête, il approuve, disant que pour lui, ce n'était vraiment que ça. Lorsque l'homme le touche, une immense énergie magique est libérée. Choqué par cette puissance, il crie, demandant quel genre de mauvaise blague c'était. Il demande ensuite si le garçon a déjà réussi à maîtriser pleinement le mana. Avec un sourire, il dit qu'il ne pensait pas pouvoir persuader son père. En colère, son père lui demande de quoi il essaie de le persuader. Il affirme que vaincre des épéistes sans épée prouve l'étendue de son talent. Le garçon répond qu'il est pleinement conscient de son propre potentiel. Furieux, son père crie qu'il n'est conscient de rien du tout. Il dit que le succès lui est garanti s'il devient un épéiste. Le garçon dit alors que son évaluation est correcte, mais qu'il n'est pas d'accord. Il affirme que le succès n'apporte pas nécessairement le bonheur aux gens. Face à face, il se prépare à un choc d'idéaux. Portant une main à son visage, il dit qu'il comprend et que c'est logique. Le garçon le regarde simplement, attendant sa réaction face à ces mots. Le regard sombre, il déclare qu'il peut encore arranger cette situation. Il demande ensuite si le garçon veut mourir, lui faisant peur. Si le garçon s'obstine sur la mauvaise voie, il lui fera entendre raison. Tirant son épée, il déclare qu'il va lui ouvrir les yeux. Il l'avertit que même s'il ne l'accepte pas maintenant, un jour il le remerciera. Le regard déterminé, il répond que ce jour ne viendra jamais, père. Ce jour n'est d'ailleurs jamais venu pour lui dans sa vie passée. Pointant son épée, son père lui ordonne de prendre sa propre arme. Il dit qu'il lui laissera au moins ce temps pour se préparer. Fermant les yeux, il se concentre pour le combat à venir. Ouvrant les yeux, il lui fait face avec un regard empreint d'une pure détermination. Tenant la lettre, il lui rappelle qu'il est désormais un mage, et non un épéiste. La lettre de l'Académie de magie était la preuve de son nouveau choix. Il jette ensuite la lettre dans le brasier, brûlant complètement le papier. Surpris et en colère, son père ne comprend pas ce qu'il fait. D'un ton provocateur, il déclare « Voyons si tu peux m'enlever ça ». En s'avançant, il dit au garçon de tenter sa chance pour voir ce qu'il se passera. Il l'avertit de ne pas prendre la grosse tête juste parce qu'il a résisté à son énergie. Mais d'une frappe rapide, son père arrête la lame près de son cou. Il pense pouvoir lire les attaques comme s'il tenait l'épée lui-même. Depuis l'enfance, il a toujours observé attentivement chaque mouvement de son père. Le reflet dans ses yeux montrait qu'il avait appris tout ce qu'il pouvait de lui. Déchaînant une rafale de coups, son père crée une attaque qui couvre toute la zone, mais le garçon esquive chaque frappe avec une grande aisance. Il révèle ensuite que la personne qu'il admirait le plus était son père. Reculant d'un pas, son père dit qu'il est vraiment à la hauteur de ses paroles. Il le loue également d'avoir si bien esquivé, même sans utiliser son énergie. Il ajoute ensuite que son talent avec l'épée est véritablement authentique. Offrant son énergie, il dit au garçon d'accepter sa puissance. Le garçon se souvient alors que c'était son père qui avait dit qu'il le ferait se rendre. Avec un sourire, il demande si son père veut qu'il cède. En colère, son père le traite d'imbécile, ne croyant pas son attitude. Il dit ensuite que, tout comme pour son talent, il y a des choses qu'il refuse de céder. Tenant une plume, il montre qu'il ne se pliera pas à la volonté de son père. Son père lui demande s'il a l'intention d'utiliser cela comme une véritable épée. Il révèle alors qu'il s'agit d'un bâton magique pour les débutants comme lui. Se souvenant d'Isabelle, il dit que le savoir est nécessaire pour la magie. Et tout comme lui, son père n'a également aucune connaissance de la magie. Tenant la plume, il se prépare car son père ne sait pas ce qu'il attend. Son père ne pourrait jamais prédire quel serait son prochain mouvement au combat. S'élançant en avant d'un coup de taille, il attaque le garçon de toutes ses forces. Utilisant sa vision spéciale, il peut prédire toutes les attaques de son père. Il invoque ensuite plusieurs copies pour se protéger du coup de son père. Esquivant l'attaque, il parvient à s'en sortir indemne avec un léger sourire. Apparaissant derrière lui, il le prend par surprise,
se préparant à contre-attaquer. Il arrête alors la lame de son père, démontrant sa vaste supériorité. Tenant la plume, il se prépare à utiliser la magie dont il a toujours rêvé. Il utilise ensuite du mana pour tracer une formule magique tirée de son savoir. Se remémorant son enfance, il se rappelle de la première magie qu'il ait jamais vue. La magie dont il avait rêvé d'innombrables fois pendant toutes ces années. Avec un sort d'étincelle, il se prépare à exaucer son vœu. Dans un souvenir, sa mère malade était assise dans une chaise à bascule. Choqué par le sort, son père reste sans voix, regardant simplement les étincelles. Le sort d'étincelle frappe son père, créant un petit éclat de lumière. Il se demande alors quel genre de magie c'était. Chargeant vers lui, le garçon se prépare pour son attaque finale. En colère, il demande si cette magie n'était qu'une simple distraction. Projetant son père en l'air, il lui prouve que ce n'était pas une distraction. Atterrissant au sol, il s'arrête juste à côté de l'épée de son père. Le reflet sur la lame montre le garçon avec la plume pointée sur son père. Il dit alors qu'il savait que son père attaquerait en se basant sur sa présence. Il demande si le but était de lui prendre son épée grâce à la distraction. Le garçon dit que dissimuler son objectif est une chose qu'il a apprise de lui. Une main sur le visage, il semble frustré par toute cette situation. Il dit ensuite qu'il peut garantir son talent, mais qu'il n'y a aucune garantie en magie. Se tenant face à face, il se dévisage en silence. Avec un sourire, il dit qu'il a simplement démontré la voie qu'il souhaite suivre. Il demande ensuite si son père est devenu un épéiste parce que son talent était garanti. Se remémorant le passé, son père semble se souvenir d'une ancienne conversation. Un homme se demande si son fils devrait suivre la voie de l'épée. Assis à côté de sa femme, il dit que leur fils a un talent pour l'épée. Elle lui rappelle alors qu'il a lui-même commencé à combattre uniquement parce qu'il trouvait ça cool. Avec un sourire, elle dit qu'ils n'ont pas besoin de choisir car il décidera par lui-même. Avec un léger sourire, il dit qu'il pensait que son fils deviendrait un saint de l'épée. Heureux de cette réponse, le garçon l'observe avec un regard plein d'espoir. Mais son père se retourne et commence à s'éloigner, laissant le garçon confus. Signant le formulaire, son père accepte enfin la voie qu'il a choisie. Surpris, le garçon le regarde fixement, ne comprenant pas ce soudain changement d'Avis. Avec un sourire, il dit qu'il ne peut pas signer avec cette plume magique. Changement de décor, l'académie de magie se prépare à accueillir les nouveaux étudiants. Lisant un dossier, un homme dit que les nouveaux étudiants sont exceptionnels. Une femme dit que la princesse et d'autres nobles s'inscrivent à l'académie. Avec un sourire, un jeune homme dit qu'il maîtrise déjà les magies héréditaires. Un autre homme mystérieux tient un dossier, ne révélant pas son identité aux autres. Un instructeur demande s'il y a un problème avec les nouveaux étudiants. L'homme mystérieux déclare qu'ils sont dignes de la lignée de la classe sainte. Ailleurs, le garçon étudie la magie en utilisant la plume comme stylo. Devant le dortoir, son père l'attendait avec un léger sourire. Il se tourna vers lui, un regard fier dans les yeux. Après 6 mois, le jour de partir pour l'académie était enfin arrivé. Marchant avec le sourire, il dit que le temps a filé en un clin d'œil. Son père lui rappelle que beaucoup d'autres ont aussi perfectionné leur magie pendant ce temps. Il lui conseille ensuite de rester fort, car c'est la voie qu'il a choisie. Avec un regard confiant, il promet à son père que tout ira bien. Avec le sourire, il dit qu'il n'y a personne de plus effrayant que son père. Son père sourit alors, comprenant que le garçon est prêt pour son avenir. En faisant ses adieux, son père annonce qu'il s'en va et s'éloigne. Tenant la lettre, il se dit qu'il peut enfin aller à l'académie. Passant devant d'autres élèves, il atteint enfin sa destination tant attendue. Il va enfin à l'académie de magie dont il a toujours rêvé. En ouvrant les grilles, il se prépare à entrer dans un nouveau monde de magie. Derrière les grilles, un immense et magnifique château se dresse devant lui. Plusieurs mages lancent des sorts pour célébrer l'arrivée des nouveaux élèves. Des gnomes magiques jouent de leurs instruments, créant une grande fête de bienvenue. D'autres élèves passent à toute vitesse sur leur balai. Avec le sourire, il dit que l'ambiance est très différente de l'académie d'épée. Avec leurs instruments, les gnomes continuent de jouer leur musique pour les nouveaux élèves. En s'accroupissant, il se demande quelle est la différence entre les gnomes et les golems. Se souvenant de son inscription, il se lève pour ne pas être en retard pour la procédure. Mais soudain, il se retrouve face à Isabelle qui se tient juste devant lui. Courant vers elle, il dit qu'il espère qu'elle n'a pas paraissé ces derniers mois. Avec le sourire, elle lui dit de la surprendre à nouveau avec son talent. Montrant la rue du doigt, il demande où sont tous les autres élèves de l'académie. Elle explique que l'examen de sélection pour la première classe se déroule juste là. Les élèves sont divisés en 2 classes selon qu'ils possèdent du mana ou non. Au-dessus de ces 2-là, il y a une classe spéciale pour les plus talentueux de tous. L'examen est un moyen de séparer les élèves les plus doués des autres. Elle lui conseille d'éviter l'examen, mais il demande pourquoi. Elle explique que les élèves qui réussissent l'examen sont tous de puissants monstres. C'est l'élite qui a grandi entourée de magie depuis l'enfance. Avec le sourire, il dit que ça veut dire qu'il peut apprendre la magie avancée. Mettant la main sur son front, elle dit qu'il est inutile d'essayer de le convaincre. Elle l'invite alors à voir l'examen de ses propres yeux. Dans une arène, 2 élèves s'affrontent lors d'un match d'exhibition.
L'un des élèves utilise la magie de Léo pour se défendre de l'attaque. La vague d'eau jaillit en avant, montrant la puissance de la magie de l'élève. Avec le sourire, l'élève se réjouit d'avoir réussi son attaque. En regardant le combat, il comprend que l'examen consiste à atteindre une cible avec de la magie, mais soudain, il a l'impression d'être observé. En se retournant, il voit un homme aux cheveux blancs qui l'appelle. L'homme le traite de roturier, disant qu'il n'a pas le droit d'être là. Avec un regard plein de colère, il ordonne au garçon de partir immédiatement. Il répond qu'il a entendu dire que n'importe quel nouvel élève pouvait être accepté à l'académie. Avec dédain, l'homme dit qu'il a sans aucun doute la langue bien pendue. Il comprend enfin ce que Isabelle voulait dire quand elle disait que les élèves étaient des monstres. Il réalise alors que personne n'étant pas noble n'est le bienvenu dans cette classe. En bousculant le garçon, il annonce que c'est son tour et lui dit de regarder. Une femme avec un bâton se prépare à lancer la manche suivante. Regardant de loin, il se prépare à déployer tout son pouvoir magique. Il dit que la première classe est pour ceux qui ont tout sacrifié à la magie. En lançant un sort de glace, il scande « gèle toute l'existence ». D'énormes piliers de glace jaillissent, démontrant son incroyable puissance magique. Le public est sous le choc face à la puissance de la magie de glace. Le garçon est lui aussi stupéfait par ce qu'il vient de voir. Impressionné, il commente que c'était à prévoir de la part de la maison Gallosi. D'autres se demandent s'il a utilisé toute sa puissance dans cette seule frappe. Il dit ensuite qu'il comprend maintenant que cet endroit n'est pas pour lui. Il admet que la magie du noble est impressionnante et qu'il y a tout consacré. Mais avec un léger sourire, il dit que c'est un énorme gâchis. Furieux, le noble lui demande ce qu'il vient de dire sur sa magie. Ignorant la provocation, il se tourne simplement et se prépare à partir. Il pense alors qu'il comprend très bien le poids de l'effort et du temps. Avec le sourire, il dit qu'il a gagné en confiance et remercie le noble. Les gens dans la foule rient, disant qu'il utilise une plume en guise de baguette. Ils disent ensuite qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse toucher quoi que ce soit avec ça. Le noble dit que sa magie aurait dû être parfaite, sans le moindre défaut. Debout devant la glace, le garçon se prépare à passer à son tour. Il se dit que sa maison est spécialisée dans la glace, donc il ne devrait y avoir aucun défaut, mais il se demande pourquoi il prend ce roturier au sérieux. L'instructrice se prépare à lancer la tentative du prochain candidat. Elle se dit que la cuvée de cette année est excellente, tout comme le laissaient entendre les rumeurs. Elle est impressionnée par Zazan, qui est déjà pressenti pour être le représentant. Mais malgré tout, elle sent que quelque chose de différent est sur le point de se produire. Elle se demande alors ce que le garçon a bien pu faire tout ce temps. Dans la foule, un homme crie, lui disant d'abandonner s'il n'arrive pas à toucher la cible. L'instructrice remarque qu'il attend quelque chose, et qu'il n'est pas anxieux. Utilisant sa vision spéciale, il analyse la magie de glace devant lui. Il parvient à voir toutes les failles dans la structure des immenses piliers de glace. Tenant sa plume, il s'apprête à montrer ses véritables capacités magiques. L'instructrice est choquée de voir ce qu'il s'apprête à faire. À l'aide d'une formule magique, il se prépare à lancer un sort de feu. Il lance alors le sort, touchant toutes les cibles avec précision. Les cibles tombent au sol, prouvant qu'elles ont toutes été touchées par le sort. L'instructrice est choquée et se demande ce qu'il vient de se passer. Les gens font remarquer qu'il a utilisé une magie de base, mais qu'il a quand même touché les cibles. Ils ajoutent que puisqu'il est à l'académie, il devrait utiliser de meilleurs sorts. Avec un léger sourire, il se détourne, ignorant les commentaires de la foule. Le noble se demandait quel genre de magie il utiliserait lors de l'examen. Allongé sur le sol, il dit que tout cela a été une grosse perte de temps. Le garçon demande alors à l'instructrice s'il a échoué à l'examen. En criant, elle lui répond qu'il a touché 5 cibles et qu'il a réussi haut la main. Confus, il ne comprend pas pourquoi elle est si surprise par le résultat. Il lui demande alors pourquoi elle est si choquée par sa performance. Elle demande pourquoi il n'a pas visé une à une s'il en était capable. En colère, elle lui dit de ne pas prétendre que ce n'était que de la pure chance. Une main sur le menton, il se dit que la magie du noble était incroyable. Il se souvient du sort de glace, qui était vraiment impressionnant à voir. Il explique ensuite que c'est un gâchis d'utiliser autant de mana pour un seul sort. Confuse, elle se demande ce qu'il veut dire par un gâchis de mana. Il dit avoir supposé que l'examen était pratique et l'a considéré comme un champ de bataille. En entendant son explication, elle se tait, se contentant d'observer le garçon. Elle s'excuse alors de l'avoir interrompu et dit qu'elle comprend maintenant. En marchant dans la ville, il se souvient de ce qui vient de se passer pendant l'examen. L'instructrice repense à la vision, au courage et au contrôle du mana dont il a fait preuve. Elle pense que plus que quiconque, il comprend la véritable essence de la magie. Il a prouvé qu'il était un mage avec un potentiel bien supérieur à tous les autres. Marchant seul, il repense à son premier jour à l'académie de magie. Il n'arrive pas à croire qu'il a rencontré une mage aussi incroyable d'entrée de jeu. En marchant seul, il remarque que quelqu'un l'observe attentivement. Il s'arrête de marcher et se retourne pour voir qui est cette mystérieuse personne. Avec un regard sérieux, il demande qui est là et lui ordonne de se montrer. Une voix loue alors son regard perçant pour l'avoir repéré si vite. Un bâton à la main,
La personne lui dit que c'est un plaisir de le rencontrer. En se révélant, l'homme déclare s'appeler Balsami, le directeur de l'académie. En s'inclinant, il s'excuse pour son insolence, mais le directeur le calme. Surpris par son identité, le garçon reste sans voix un instant. Mais soudain, il remarque quelque chose d'étrange et écarquille les yeux. Il reconnaît le collier que porte le directeur comme étant celui du mystérieux mage. En lui tendant la main, il lui demande si quelque chose ne va pas. Hésitant un instant, il se prépare à saluer le directeur de l'académie. Mais en le touchant, il a une vision du directeur avec une expression de douleur. Choqué par cette vision, il recule précipitamment. Surpris par ce qu'il a vu, une puissante rafale de vent le projette en arrière, démontrant la force magique du directeur. Il est alors projeté sur le toit d'une maison, où il atterrit en toute sécurité. Le directeur le félicite d'avoir esquivé, s'interrogeant sur sa perception aiguisée. Flottant dans les airs, il se demande si l'intuition du garçon est vraiment aussi forte. Avec sa plume à la main, il demande si le directeur est venu ici pour le tuer. Le directeur lui demande s'il pense vraiment pouvoir gagner avec ça. D'un coup de bâton, il lance un puissant sort de vent. Une prison de vent se forme, encerclant le garçon de tous côtés. Il se rend alors compte que c'est une barrière de vent et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Comprenant qu'il ne peut pas s'enfuir, il se prépare à utiliser un sort de feu. À l'aide d'une formule magique, il lance une boule de feu sur le directeur. Le sort fonce droit devant, sur le point de frapper le directeur de plein fouet dans les airs. Suspendu dans les airs, le directeur regarde l'attaque de feu s'approcher de lui. Mais avec son bâton, il dévie le sort avec une aisance incroyable. Le garçon se prépare à une contre-attaque, mais le directeur se contente de l'observer. Il comprend alors que le directeur a visé de manière à pouvoir se défendre. Avec un léger sourire, le directeur semble satisfait des résultats du test. Confus, il regarde autour de lui, ne comprenant pas ce qui se passe. Agenouillé au sol, il se prépare au prochain mouvement du directeur. Le directeur lui demande s'il est déjà à court de sort et précise qu'il ne faisait que le tester. Avec un sourire, le directeur atterrit, et le garçon lui demande quel était son but. Il voulait lui faire vivre la réalité d'être pris pour cible à cause de son talent. L'air sérieux, il avoue avoir sous-estimé le véritable potentiel du garçon. Il demande alors s'il sera une cible pour s'être autant démarqué à l'académie. Le directeur le confirme, expliquant que les extrémistes ne tolèrent pas les roturiers talentueux. Il se souvient de l'attaque qu'il a subie lorsqu'il a été pris pour cible par de mystérieux mages. Il disait qu'il ne pouvait pas pardonner son existence avec un tel talent. S'approchant de lui, il demande au directeur de lui dire qui sont les extrémistes. En criant, il exige de savoir qui sont les gens qui l'ont attaqué. Le directeur le regarde en silence, sans répondre à sa question. Il ajoute ensuite que connaître leurs identités le mettrait davantage en danger. Il lui conseille de se concentrer sur l'apprentissage pour se protéger lui-même à l'académie. Le regard déterminé, il pense au pouvoir dont il a besoin pour se protéger. Il se rappelle que si le directeur était un ennemi, il serait déjà mort. En fermant les yeux, il semble frustré par sa propre faiblesse actuelle. Se tournant vers le directeur, il se prépare à poser une autre question. Il demande alors ce qu'est le pendentif qu'il porte autour du cou. Le directeur le fixe, semblant un peu surpris par sa question. Il lui demande ensuite s'il y a un problème avec la preuve d'un saint de la magie. Choqué, il comprend qu'il s'agit d'un titre du plus haut rang. Ce titre était l'équivalent pour un mage de celui de saint de l'épée. Le directeur dit alors qu'il va lui donner quelque chose et lui lance une pièce. En tenant la pièce, il se demande si c'est une sorte d'insigne. Le directeur l'avertit de ne pas la perdre, car elle lui sera bientôt utile. En regardant le directeur partir, il est impressionné par la puissance qu'il a déployée. Il se dit qu'il n'y a pas la moindre perturbation dans le mana du directeur. En tenant l'insigne, il se dit qu'il ne peut pas juste rester là à être impressionné. Il pensait que se contenter d'apprendre la magie suffirait dans sa nouvelle vie. Mais en se souvenant de sa mort, il sait qu'il a besoin de beaucoup plus de pouvoir. Le poing serré, il comprend qu'il doit devenir beaucoup plus fort. Il déclare qu'il doit surpasser l'homme qu'il était en tant que saint de l'épée. Dans une pièce, 2 étudiants font remarquer qu'il a été le premier à arriver. Ils ajoutent qu'il a touché chaque cible pendant l'examen. Le noble trouve ça ridicule et dit qu'il sera bientôt éliminé. Un homme entre alors dans la pièce, s'approchant des étudiants présents. En s'avançant, il s'apprête à faire une annonce importante. Assis, le noble se contente de le regarder avec un regard de pur mépris. Surpris, le noble le dévisage avec une expression de choc sur le visage. En entrant dans la pièce, il se dirige vers son siège parmi les autres étudiants. Incrédule, le noble se demande comment ce type a réussi à arriver ici. Il se demande ensuite ce qui a bien pu arriver au garçon roturier. En discutant avec la mage, il dit qu'il doit se concentrer sur l'acquisition de pouvoir pour se protéger. Assis, les yeux fermés, il commence à se concentrer sur son entraînement de puissance. En répétant le processus, il comprend que décharger du pouvoir augmente sa réserve de mana. Ouvrant les yeux, il fixe maintenant l'horizon avec un regard beaucoup plus déterminé. Debout dans sa chambre, il continue de regarder dehors par la grande fenêtre.
En regardant sa main, il déclare vouloir acquérir plus d'expérience de combat à présent. Soudain, alors qu'il est assis par terre, il se retourne avec surprise en remarquant quelque chose. En marchant vers la porte, il fait remarquer que c'est la première fois que cela se produit. En ajustant ses gants, il affirme que c'est la première fois qu'il a vraiment envie de devenir plus fort. Arrivé sur place, il fait face à un groupe de 3 types qui le regardent de haut. En le voyant là, le type aux cheveux blancs se moque en disant « ce type ». Le type se demande alors ce qui a pu arriver à notre protagoniste. Autour d'eux, d'autres étudiants semblent également très surpris par son apparition soudaine. En remarquant son rival, son regard se pose sur quelqu'un d'autre parmi les étudiants. Ses yeux se fixent sur une fille à lunettes et il se demande qui elle est. Alors qu'elle était assise en train de lire, un marque-page est tombé par terre à côté d'elle. Se penchant, il ramasse rapidement le marque-page avant que quiconque ne marche dessus. S'approchant de la fille, il lui demande si ce marque-page lui appartient. Tendant la main, il lui rend l'objet qu'elle a fait tomber. Le sourire aux lèvres, elle le remercie chaleureusement de le lui avoir rendu. En observant sa réaction, il commente qu'elle a l'air de vraiment aimer les fleurs. Confuse par ces mots, la fille le dévisage simplement, sans comprendre sa remarque. Se présentant sous le nom d'Oscar, il demande à s'asseoir à côté d'elle, qui s'appelle Lily. À ce moment-là, une voix s'élève, et il lève les yeux en y prêtant attention. Les autres élèves regardent autour d'eux, se demandant à qui appartient cette voix. Provenant d'une table voisine, la voix semble émaner de l'intérieur d'un livre. Soudain, les pages du livre commencent à voler partout dans la pièce. Surpris, tous les élèves, y compris son rival, regardent les pages virevolter. Puis une femme apparaît et se présente comme Ruth, la responsable de la classe. En reconnaissant la femme, il remarque que c'est la professeure de l'examen de la première classe. L'enseignante annonce que la semaine prochaine, ils participeront à des cours de combat. En entendant parler de l'entraînement sur le terrain, il devient visiblement beaucoup plus enthousiaste. Le poing sur la table, il a du mal à croire qu'il va acquérir de l'expérience en combat si tôt. Pour équilibrer les groupes, elle déclare qu'ils formeront des équipes de 5. Confus, les élèves demandent si la force de combat correspond à leur pouvoir magique. En agitant le doigt, elle explique que la mesure sera leur mana corporel total. Près de la fille, il continue de prêter une grande attention à toutes les instructions. Avec le sourire, la professeure se prépare à commencer la procédure de mesure. Elle les informe ensuite qu'elle a fini de mesurer la capacité de chaque élève. Soudain, les élèves remarquent que des sphères de lumière apparaissent au-dessus de leur tête. La fille à côté de lui est également surprise par la sphère apparue au-dessus d'elle. Tournant le dos, la professeure leur dit de regarder l'intensité lumineuse de chaque sphère. Une grande sphère apparaît au-dessus de son rival, impressionnant un camarade de classe à proximité. Un autre élève avec une expression sérieuse possède aussi une sphère d'égale intensité. Assis d'une manière détendue, un autre garçon sourit d'avoir lui aussi une sphère puissante. En observant les élèves, la professeure affirme qu'il y a plusieurs mages talentueux dans la classe. Au-dessus de sa tête, une petite sphère de mana apparaît, le laissant très confus et s'attirant des moqueries. Les autres élèves disent que personne ne voudra faire équipe avec lui. Ignorant les commentaires, ils pensent que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour ça. À cet instant, une main touche son épaule, le faisant se retourner brusquement. C'est la fille de tout à l'heure qui l'invite à rejoindre son groupe. Il lui demande si elle est sûre, et elle répond que quiconque aime les fleurs est une bonne personne. Mais elle le prévient qu'elle devra d'abord demander à un certain levain. Ne comprenant pas du tout, il se demande bien qui peut être ce levain. Assis, le gars aux cheveux rouges demande si elle veut intégrer ce type dans leur groupe. Face au gars, il dit avec confiance qu'il aimerait beaucoup rejoindre le groupe. Les deux se dévisagent alors que le rouquin semble analyser la situation. Posant sa main sur la table, il déclare que c'est le devoir d'un noble de protéger les faibles. Il accepte ensuite, disant qu'il le laisse rejoindre en tant que porteur de bagages. Après la conversation, les élèves commencent à se rassembler pour former leur groupe. L'un des élèves se retourne et les foudroie tous les deux d'un regard plein de mépris. Marchant à ses côtés, la fille remarque les regards de l'autre élève. Elle lui dit de ne pas s'en soucier, affirmant que la différence entre eux est naturelle. En marchant, il répond que ce n'est rien et la remercie de l'avoir laissé rejoindre le groupe. Répondant à l'une de ses questions, il dit qu'il étudie la magie depuis environ 6 mois. S'arrêtant, ils continuent tous les deux de discuter de son entraînement. Avec une expression surprise, elle lui demande si ça ne fait vraiment que 6 mois qu'il étudie. Il se tourne alors vers elle, un peu confus par sa réaction. Marchant dans le couloir, l'enseignante quitte les élèves après leur avoir donné des instructions. À ce moment-là, le garçon aux cheveux blancs l'interpelle, prononçant le nom de la professeure Ruth. Se tournant vers l'élève, elle demande s'il y a un problème. Il demande alors pourquoi ce roturier est dans la première classe de l'académie. Poursuivant sa plainte, il dit que le garçon n'a absolument ni mana ni pouvoir. Le poing serré, il déclare qu'un amateur ne pourra pas suivre leur rythme. Avec le sourire, l'enseignante lui demande s'il parle du jeune Oscar. Fixant le garçon intensément, elle commence à partager un fait important à son sujet. Elle révèle que cela ne fait que 6 mois qu'il a éveillé son mana, ce qui choque son rival.
Affirmant qu'il a un grand potentiel, elle dit qu'il pourrait bientôt le surpasser. Tournant le dos, elle continue d'expliquer son point de vue sur la question. Elle conclut en disant que l'entraînement sur le terrain est fait pour éliminer les plus faibles. La scène change, et la salle de classe semble désormais complètement vide. Un graphique en pyramide montre que les nobles naissent avec un niveau de puissance élevé. En entendant l'explication, il dit simplement qu'il comprend la situation. Il ajoute ensuite qu'il est impressionnant pour quelqu'un d'atteindre ce niveau de mana à son âge. Très enthousiaste, la fille déclare que c'est en fait lui qui est incroyable dans cette histoire. L'agrippant, elle s'écrie que c'est du jamais vu pour quelqu'un d'atteindre ce niveau en seulement 6 mois. Se souvenant de son maître, il se dit que son entraînement devait être d'excellente qualité. Saisissant l'occasion, il lui demande quelle est exactement sa relation avec Levin. Avec le sourire, elle explique que la famille de Levin est une maison noble très prestigieuse. Sa famille est si importante que les autres le suivent en échange de sa protection. Elle continue, disant que Levin est doué et qu'il protégera le groupe en cas de besoin. À côté d'elle, il a l'air un peu inquiet à l'idée d'être protégé. La scène passe à la forêt, où les élèves se rassemblent pour le début de leur entraînement sur le terrain. Devant tout le monde, la professeure annonce qu'elle va expliquer les règles de l'activité. Elle les informe que leur tâche est de survivre une nuit dans une forêt infestée de monstres. En entendant les règles, il se dit que c'est une autre tâche pratique juste après l'examen. Montrant un parchemin, elle précise qu'il contient une barrière et une fusée éclairante. L'un des élèves se moque en disant que ce sera facile, qu'ils ont juste à utiliser le papier. Elle prévient cependant que tout groupe utilisant le papier sera rétrogradé de la première classe. En entendant cette nouvelle règle, tous les élèves sont complètement choqués et terrifiés. Remarquant la tension, il réalise à quel point il est important pour tout le monde de rester dans la première classe. Le garçon aux cheveux rouges déclare alors que tant qu'il est là, il est hors de question d'abandonner. Avec un sourire confiant, il promet de protéger tout le monde pendant l'épreuve. Les élèves commencent alors à s'organiser, rejoignant chacun leur groupe. Un très gros sac à dos de camping est jeté au sol près du groupe. Pointant les bagages du doigt, le rouquin lui ordonne de se dépêcher et de porter l'équipement. À ses côtés, la fille s'inquiète, mais il dit que ça ira. Le voyant se baisser, le rouquin dit qu'il aime les gens qui connaissent leur place. Portant le sac à dos, il marche avec le groupe alors qu'il pénètre dans la forêt pour l'épreuve. Soudain, le chef du groupe trébuche et tombe par terre, surprenant ses coéquipiers. Au sol, il semble blessé tandis que les autres se contentent de regarder, sans trop savoir quoi faire. Lui tendant la main, le protagoniste lui demande s'il peut se lever. Le garçon lance un regard noir à la main tendue, avec une expression de pure rage. Rejetant son aide, le rouquin lui hurle furieusement de la fermer et de dégager. S'avançant, il se tourne vers la fille et lui demande si elle va bien. En regardant le garçon, il se demande comment l'autre peut rester si calme. Tout en continuant de marcher, il se dit qu'ils n'ont pas encore croisé de monstre en chemin. Soudain, son regard se fixe sur quelque chose d'étrange, remarquant une anomalie dans la forêt. Au fur et à mesure qu'il avance, l'environnement commence à paraître de plus en plus différent. Hurlant désespérément, il avertit tout le monde de s'arrêter et de ne plus faire un pas. Agacé par cet ordre, le rouquin tape du pied et demande pour qui il se prend. Avec une expression sérieuse, il ressent quelque chose de similaire à la barrière de son maître. À ce moment-là, le groupe réalise qu'ils sont pris au piège à l'intérieur d'un immense cercle magique. Lorsqu'un pied se pose sur le cercle, la barrière magique commence à se fissurer complètement. Tenant son bâton, la fille lève les yeux, surprise par ce qui se passe. Choqué, le rouquin demande ce qui se passe, bordel. À travers une fissure, son regard sérieux observe attentivement la situation dangereuse. De l'autre côté de la barrière brisée, une main tient une dague, prête à frapper. Se tournant vers le groupe, il dit à tout le monde de préparer leur bâton pour la bataille imminente. Avec la rupture de la barrière, il dit à tout le monde de préparer leur bâton pour le combat. En levant les yeux, le groupe remarque que le ciel est maintenant complètement différent. Surprise par ce changement, elle demande si c'est toujours la forêt dans laquelle il marchait. À cet instant, il se retrouve face à des arbres énormes dans un endroit très différent d'avant. Sur l'un des arbres, une marque avec le chiffre 5 révèle l'identité des lieux. Elle demande alors s'il est possible qu'il soit dans le 5e cimetière. L'un des élèves crie que c'est un terrain d'entraînement pour les vétérans. Il se demande alors si le cercle magique était un piège tendu par quelqu'un. En repensant à la situation, l'image de 5 silhouettes encapuchonnées lui vient à l'esprit. Face à l'urgence, le protagoniste suggère d'utiliser le papier magique pour appeler à l'aide. Tenant le parchemin entre ses mains, le rouquin écoute la suggestion de son camarade. Sans hésitation, il commence à déchirer le papier à deux mains devant eux. En déchirant le papier, le rouquin lance un regard moqueur au protagoniste. Il sourit ensuite d'un air suffisant et dit que ce n'était qu'un cercle de téléportation oublié. Se tournant vers le protagoniste, il affirme que c'est en fait une formidable opportunité. Il dit que s'il réussit cet entraînement haut la main, l'académie lui donnera une évaluation encore meilleure. Alors qu'il prend les devants, les autres font remarquer que c'est tout ce qu'on attend de l'héritier Aldred.
La fille demande ensuite à Oscar de rester tout près d'elle pendant l'épreuve. Marchant avec le groupe, il semble un peu fatigué par toute cette situation. Soudain, il s'arrête et regarde droit devant lui avec une expression de surprise totale. Dans l'obscurité, plusieurs perdus observent le groupe qui approche. Un loup à 3 yeux aux dents acérées fixe les élèves en grognant. Le sourire aux lèvres, le rouquin dit qu'il se montre enfin pour se battre. Tenant son arme, il se prépare pour la bataille qui est sur le point de commencer. Il pense que c'est une occasion unique d'acquérir une véritable expérience de combat. Le rouquin l'arrête, lui demandant ce qu'il croit faire en s'approchant autant. Il dit ensuite qu'il va leur montrer comment se bat un vrai noble. Ne comprenant pas la remarque, il s'interroge sur la façon dont un noble se bat. L'une des pattes du loup frappe le sol, révélant ses griffes acérées. Se préparant à l'attaque, le rouquin fait face à un loup qui charge dans sa direction. Brandissant son arme en bois, il se prépare au combat contre les créatures. Un sourire aux lèvres, il lève son arme bien haut pour attaquer les loups. En frappant l'arme au sol, il crée une barrière pour protéger tout le groupe. Du sol, une barrière de roche commence à s'élever devant les élèves. La barrière percute les loups, repoussant les créatures loin du groupe d'élèves. Criant à ses camarades de classe, il dit à tout le monde d'attaquer les monstres maintenant. Sur ce, l'un des gars lance une rafale de vent vers les créatures. Juste après, l'autre camarade de classe lance également un jet d'eau sur les cibles. Traversant la barrière, les deux attaques font mouche sur l'un des loups de la forêt. Ils se répartissent les tâches, se protégeant tout en attaquant les monstres en même temps. En observant le combat, il comprend enfin que c'est ainsi que se bat un mage. En voyant les monstres, le rouquin se rend compte qu'ils sont trop nombreux pour que le groupe puisse les gérer. Soudain, une attaque brise la barrière et frappe l'un des élèves de plein fouet. Projeté à une grande distance, le jeune homme ne peut pas se défendre contre la puissante attaque surprise. Au même moment, un loup apparaît derrière la fille qui se fige complètement. Agacé, le rouquin se retourne vers la bataille, remarquant la situation dangereuse. Devant la fille, un loup géant apparaît en se préparant pour l'attaque imminente. Bondissant par-dessus les rochers, le loup se jette férocement sur l'élève. Voyant le danger, il prépare un sort de feu pour sauver sa camarade. En lançant le sort, il frappe le loup et tire la fille à l'abri de l'attaque. Frappé de plein fouet, le loup tombe au sol complètement terrassé par le coup. Tirant la fille derrière lui, il la protège du danger en s'interposant. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, et il répond que le combat est terminé. Avec les loups vaincus au sol, le groupe obtient enfin un moment de répit. À la tombée de la nuit, ils se reposent tous autour d'un feu de camp dans la forêt. Le rouquin dit qu'il a de la chance de voir un noble se battre de près. Il répond que c'était une magnifique combinaison de magie défensive. Étant flatté, le rouquin semble un peu embarrassé par la remarque. Il réfléchit ensuite qu'il désire une force individuelle qui surpasse leur puissance. Pensif, il se demande s'il ne devrait pas continuer à s'entraîner comme il l'a toujours fait. Alors qu'il est assis dans la forêt, la fille l'interpelle et s'approche. Avec un sourire, elle lui offre 2 tasses pour qu'ils puissent discuter. Elle dit que c'est elle qui a fini par avoir besoin de protection, et il la remercie pour son aide. Il l'interroge ensuite sur la différence de puissance de la magie défensive qu'elle a utilisée. En repensant à l'attaque du loup, il poursuit ses questions sur la magie. Le rouquin explique que la magie est plus forte plus elle est proche du lanceur. En se moquant de lui, il dit que les roturiers sont tous comme ça et ne comprennent rien à la magie. La fille explique ensuite que la magie retourne à la nature plus elle s'éloigne. En entendant cette explication, il comprend enfin la logique derrière l'utilisation de la magie. Il se dit que si la formule et le mana sont les mêmes, il doit y avoir un moyen. En buvant dans sa tasse, il se demande s'il n'y a pas un moyen d'augmenter son efficacité. En riant, la fille dit qu'il semble qu'elle ait fait une boisson un peu trop épaisse. Il se contente de lui sourire en retour tout en continuant de réfléchir à la puissance magique. À cet instant, son regard se fixe sur quelque chose comme s'il venait d'avoir une nouvelle idée. En observant la boisson, il dit qu'il a enfin compris ce qu'il doit faire. Le voyant perdu dans ses pensées, la fille l'appelle par son nom, un peu inquiète pour lui. En regardant la tasse, il songe à augmenter la puissance qui remplit le contenant. Il se demande ensuite si cette idée n'est pas similaire à l'épée du Kiai. Pendant ce temps, un homme observe le groupe grâce à un sort de surveillance. Tenant un fouet, il fait un commentaire sur l'héritier de la célèbre famille Aldru. En marchant sur un cercle magique, il semble se préparer à l'action. Avec un regard sérieux, il dit qu'il préférerait que cette personne se tienne tranquille pour le moment. Derrière lui, une énorme créature ténébreuse émerge, attendant ses ordres. Dans un campement, une enseignante observe un groupe d'élèves qui ont abandonné l'épreuve. Effrayés, les élèves vaincus se blottissent les uns contre les autres en attendant le résultat. Elle se dit que le taux d'abandon était faible car la classe est exceptionnelle. À ce moment-là, une autre femme arrive et annonce qu'il est temps de faire l'échange. La nouvelle instructrice se présente comme étant la professeure Isabelle. En voyant la nouvelle venue, les étudiants se demandent si elle est Isabelle du destin. En observant un sort, elle commente les performances des élèves durant l'épreuve. Elle remarque que le groupe rival s'en sort très bien, comme on l'attend de la première classe. Dans une autre partie de la forêt,
Un étudiant lit en étant assis sur une créature vaincue. En demandant des nouvelles d'Oscar, l'autre professeur indique que le signal de son groupe a disparu. En regardant la position, elle trouve cela étrange puisqu'il était là il y a un instant. De retour dans la forêt, son groupe continue de se reposer autour du feu. Les autres membres de l'équipe profitent également de leur temps libre pour se détendre. L'un des garçons se lève et commence à s'entraîner avec sa baguette près des bois. Tenant sa tasse, le protagoniste reste pensif en observant le feu de camp. Se souvenant de l'épée de Ki, il réfléchit à la façon dont les épéistes utilisent cette technique. Il se demande alors s'il serait possible de faire la même chose en utilisant son mana. Soudain, il entend un bruit et jette un regard surpris vers la forêt. Deux de ses camarades de classe sortent du bois en courant et en hurlant à tout le monde de fuir. Le rouquin demande alors si d'autres mauviettes se pointent pour le combat. Soudain, un immense pilier de feu jaillit devant tout le groupe. Remarquant l'explosion, le rouquin se demande ce qui vient de se passer. Alors que les flammes se dissipent, une silhouette commence à émerger des ténèbres. Dotée de griffes acérées, la patte d'une énorme créature se pose sur le sol de la forêt. Émergeant de l'ombre, un dragon géant apparaît face au groupe entier d'étudiants. Choqués par son apparition, les élèves se demandent si c'est vraiment un dragon. La gueule grande ouverte, la créature pousse un rugissement qui effraie tout le monde sur place. Le rouquin affirme qu'il est impossible qu'un dragon se trouve dans un tel endroit. Le visage grave, il réalise que quelqu'un a pris leur groupe pour cible. Désespérés, les élèves demandent au rouquin d'utiliser le papier, qu'il a déjà déchiré. Encore sous le choc, la fille n'arrive pas à y croire et dit que c'est impossible. Son arme en main, il déclare qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Elle l'interroge alors, lui demandant s'il veut vraiment affronter un dragon. Ses camarades lui disent qu'avec sa magie défensive, ils pourront résister aux attaques. Il réalise alors que s'il résiste, les professeurs s'apercevront que quelque chose ne tourne pas rond. Sans hésiter, il lève bien haut son arme en bois pour protéger le groupe. En frappant le sol de son arme, il invoque un bouclier d'esprit de la terre. Un immense mur de pierre s'élève, mais uniquement pour le protéger lui. Hurlant, ses camarades lui demandent ce qu'il fabrique à les abandonner ainsi. Il crie alors qu'il survivra, même s'il doit être le seul. Incrédule, les garçons se rappellent qu'il avait promis de protéger tout le monde. L'un d'eux fait remarquer qu'il n'y a nulle part où fuir puisque le dragon les a dans le collimateur. Brandissant son bâton, elle se prépare et déclare qu'ils doivent se battre pour survivre. À l'aide d'un cercle magique, elle lance un sort de terre en direction du dragon. Après l'attaque, les élèves scrutent la fumée et se demandent si l'on fait mouche. Émergeant de la fumée, le dragon semble n'avoir subi aucun dégât de l'attaque. L'un des élèves explique que l'attaque a échoué car il s'agissait d'une magie de haut niveau. Elle crie alors qu'elle va attirer l'attention du monstre, ordonnant à Oscar de fuir. Ne sachant plus quoi faire, elle se tourne vers le protagoniste dans l'attente d'une réponse. Le regard déterminé, il la fixe, semblant avoir un plan en tête. Le dragon tire alors deux décharges d'énergie sur les élèves terrifiés. Désespéré, l'un d'eux hurle qu'il ne veut pas mourir, croyant que tout est perdu. La gueule ouverte, le dragon commence à préparer une nouvelle attaque dévastatrice. Il se tourne ensuite vers la fille, qui l'observe, confuse par son attitude. Elle réalise que le dragon est en train d'absorber le mana environnant comme source d'énergie. Il se dit que malgré sa puissance, c'est là la seule véritable capacité du monstre. En concentrant sa puissance, il se prépare à utiliser l'une de ses nouvelles compétences. Maniant sa dague, il déclare qu'il va voir lequel d'entre eux est le plus fort. Faisant face au dragon, il se prépare à encaisser le puissant assaut de la créature. En se concentrant pour raffiner son pouvoir, il se prépare à utiliser une nouvelle capacité. Déchaînant son attaque, le dragon provoque une immense déflagration d'énergie. Derrière une barrière, les autres élèves observent la scène avec terreur. Protégeant la fille de son corps, il l'éloigne du danger imminent. Lançant un coup puissant, il tire un pilier d'énergie sur le monstre. Frappant le dragon en pleine gueule, le coup interrompt l'attaque du monstre. D'une force inouïe, la frappe transperce le corps du dragon, lui infligeant des dégâts massifs. Projeté en arrière, le dragon s'effondre pendant que les autres assistent à la scène. Assise par terre, la fille fixe l'issue du combat, complètement stupéfaite. Debout dans la clairière, il observe avec sérieux le résultat de son attaque. Passant à un autre endroit, la scène se concentre sur le sombre ciel étoilé. En voyant la défaite, l'homme ricane, trouvant absurde qu'un novice ait pu battre sa chimère. Totalement déconcerté, il se demande quel genre de pouvoir a été utilisé lors de ce combat. Regardant derrière lui, il se demande si quelqu'un a réussi à sentir sa présence. Avec un regard haineux, il jure de s'assurer que le garçon sera éliminé. Il déclare ensuite que seuls ceux de sang noble peuvent manier un tel pouvoir. De retour dans la forêt, le protagoniste contemple l'issue de son grand combat. Le sourire aux lèvres, il se réjouit de voir que son nouveau plan a fonctionné. Serrant le poing, il a peine à croire que sa nouvelle capacité a réellement fonctionné. Il réalise alors que c'est une théorie que seul un ancien épéiste aurait pu concevoir. Sur le sol, le dragon semble avoir été complètement anéanti par le coup. Les élèves regardent,
se demandant s'ils ont enfin réussi à vaincre la créature. Derrière une barrière, ils observent la scène, encore un peu effrayés. Derrière son mur, le garçon roux affirme que toute cette situation est ridicule. Il réalise alors qu'un roturier vient de le protéger, le laissant complètement sans voix. Tenant son bâton, la fille se demande quelle était la nature de ce pouvoir. Soudain, ses jambes se dérobent et il commence à perdre l'équilibre. Criant son nom, elle se précipite pour l'aider en le voyant tomber. Assis par terre, il assure qu'il va bien, qu'il est juste un peu fatigué. En sentant son corps endolori, il se dit qu'utiliser son pouvoir a un prix. Soudain, le groupe entend un bruit et regarde vers la forêt. Surprise, la fille se demande si autre chose s'apprête à les attaquer. Au beau milieu des bois, une immense silhouette de pierre surgit devant le groupe. À cet instant, la professeure explique qu'elle a trouvé des traces de téléportation et qu'elle est venue enquêter. Avec un sourire, elle demande aux élèves s'ils vont tous bien. Toujours sous le choc, tous les étudiants dévisagent la professeure sans dire un mot. Il crie alors le nom du maître, surpris de la voir là dans la forêt. Son corps épuisé, il ne parvient plus à tenir debout. Roulant au sol, il s'effondre complètement devant ses camarades. En voyant le dragon vaincu, elle s'approche du cadavre de la créature pour l'analyser. Elle ajoute ensuite qu'elle écoutera les récits de chacun à leur retour. En le voyant évanoui, les étudiants se rassemblent autour de lui pour tenter de le réveiller. De loin, le garçon roux observe la scène, essayant encore d'assimiler tout ce qui s'est passé. Grimpant sur un rocher, la professeure scrute l'horizon, pensive face à l'incide. Alors que le soleil se lève, le professeur observe l'horizon, marquant la fin de la nuit. De retour à l'académie, la scène montre le bâtiment imposant de l'institution. Dans le bureau du directeur, il discute avec le mage des événements récents. Le directeur dit qu'il n'arrive pas à croire qu'une telle chose se soit produite à l'académie. Écoutant le rapport, il fait face au directeur, attendant ses paroles. Le regard sombre, le directeur affirme que l'académie a été infiltrée par des criminels. En entendant les mots du directeur, il est choqué par cette révélation. Le directeur le félicite, disant qu'il a bien fait de survivre à l'attaque. Il répond alors que ce n'est arrivé que parce qu'il a décidé de devenir plus fort. En entendant le jeune homme, le directeur semble un peu pensif face à toute cette situation. Regardant par la fenêtre, il annonce qu'il doit lui dire quelque chose de très cruel. Dehors, les autres élèves ont l'air de s'amuser, inconscients du danger. L'appelant par son nom, le directeur se prépare à lui annoncer la nouvelle. Il l'informe alors qu'il doit quitter l'académie et vivre sans magie. Choqué par cet ordre, il fixe le directeur, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Se souvenant de son passé, il repense à son ancien titre de chevalier. Il se demande alors s'il va devoir vivre une vie sans magie maintenant. Le regard sérieux, il continue de se remémorer ses exploits passés. Un homme lui disait que la magie ne fait pas tout et qu'il y a d'autres joies dans la vie. Il s'entraînait alors à l'épée, pensant qu'il ne devait pas tout abandonner. En repensant à ses amis, il semble trouver une nouvelle volonté de continuer à se battre. Le visage grave, il refuse et déclare qu'il ne peut pas accepter cet ordre. Assis dans le bureau, il fait face au directeur avec une expression de pure détermination. Il crie alors qu'après être arrivé si loin, il ne peut pas abandonner. Surpris par cette réaction, le directeur lui demande ce qu'il vient de dire. Avec un sourire, il dit qu'il apprécie l'inquiétude du directeur à son égard. Il conclut en disant que si la cible est à l'intérieur de l'académie, il a une idée. Curieux, le directeur interroge le jeune homme sur sa grande idée. Bombant le torse, il déclare qu'il servira d'appât pour les ennemis. En entendant ce plan audacieux, le directeur est choqué par le courage du jeune homme. Il lui demande ensuite s'il n'a pas peur de mourir dans ce plan. Tout sourire, il répond qu'il n'a aucune intention de se faire attraper. Le directeur se met alors à rire. Surpris par la confiance de l'élève et lâchant un rire franc, il semble vraiment apprécier l'attitude du jeune homme. Il déclare ensuite que dans ce cas, il sera à la hauteur de sa détermination. Tendant la main, le directeur se prépare à conclure l'accord avec lui. Le sourire aux lèvres, il serre la main du directeur, scellant ainsi leur marché. Le directeur affirme qu'avant de se battre, il a besoin d'un nouveau bâton. Confus, il regarde son arme, celle qu'il a utilisée lors de la dernière bataille. C'est alors qu'il remarque que le bâton est brisé et désormais inutilisable. De retour à la bibliothèque, la scène montre l'endroit où il va s'entraîner. Là, le directeur lui tend un nouveau bâton à utiliser pour sa mission. Le professeur précise que c'est un bâton pour débutants, mais parfait pour lui en ce moment. Il demande alors si un bâton est vraiment nécessaire pour utiliser ses capacités. Elle lui explique qu'il est difficile d'écrire avec son doigt, et qu'il en va de même pour la magie. Si le mana est l'encre, dit-elle, alors le bâton est l'outil pour écrire. Il se souvient alors du temps où il admirait les bâtons des autres élèves. En regardant son arme brisée, il se demande ce qui a bien pu se passer. Il se demande ensuite si le bâton n'a tout simplement pas supporté son mana raffiné. Appelé par la fille, il se retourne pour la trouver en train de l'attendre. Avec un sourire, elle le salue, heureuse de le voir là avec elle. Il s'excuse d'avoir interrompu son jour de congé avec ses courses. Plaçant une main sur sa poitrine, elle lui dit d'y aller et d'acheter ce bâton.
Arrivé à la boutique, il est impressionné par la variété des bâtons à vendre. Le commerçant dit qu'ils sont fiers du grand choix d'articles du magasin. Montrant une pièce rare, un homme fait l'éloge de la qualité des gemmes du bâton. À ses côtés, la fille sursaute en voyant le prix de l'objet. Choqué par le prix, il voit que le bâton coûte 1 million de pièces. Fuyant les marchands, il semble avoir fait le tour de plusieurs boutiques différentes. Dans une autre boutique, il fuit un vendeur à l'air plutôt effrayant. Après de longues recherches, il se repose sur une place au centre de la ville. Assis sur un banc, il avoue qu'il n'a pas les moyens d'acheter ces bâtons hors de prix. Elle explique alors que, comme de nombreux mages sont des nobles, il privilégie l'apparence. Il propose de chercher seul pour ne pas lui faire perdre plus de temps. Agacée, elle lui crie qu'elle restera avec lui jusqu'à la fin. À ce moment-là, ils aperçoivent une boutique avec une enseigne en forme de bâton. En voyant l'endroit, elle remarque qu'ils ont l'air d'y vendre des bâtons aussi. Un homme les avertit alors de ne surtout pas entrer dans cette boutique, sous aucun prétexte. Un autre jeune homme explique que le vendeur force les gens à acheter des choses. En regardant l'enseigne, il réfléchit aux choses dont les gens ne veulent pas. Effrayée par cet avertissement, elle tire sur sa manche, apeurée par le marchand. Elle le supplie alors de ne pas entrer dans cet endroit, quoi qu'il arrive. Ignorant les avertissements, il ouvre la porte et décide d'entrer dans la boutique. Il dit alors que si la boutique était si mauvaise, elle aurait déjà fait faillite. En entrant, il se retrouve dans un environnement sombre et très poussiéreux. Derrière lui, la fille observe, effrayée par ce qu'il pourrait trouver. Il s'approche ensuite d'un comptoir, observant les articles à vendre. Un homme lui demande alors s'il est client ou s'il ne fait que regarder. Taillant un morceau de bois, le marchand est assis sur un tabouret, l'air intimidant. Il dit ensuite qu'avec tous les bâtons qu'il y a dehors, le jeune homme a atterri dans sa boutique. Le protagoniste se contente de fixer l'homme, sans montrer la moindre réaction. Soudain, le regard du marchand change, comme s'il avait remarqué quelque chose. Pointant le jeune homme du doigt, il semble avoir remarqué quelque chose de très étrange. Hurlant de rage, il lance un couteau dans sa direction, surprenant tout le monde. Il déclare alors qu'il n'a aucune intention de lui vendre quoi que ce soit. Pointant le jeune homme du doigt, il crie qu'il n'a pas de bâton à vendre à un épéiste. En entendant ces mots, il est surpris par la réaction du marchand. Effrayée, elle dit qu'elle savait que l'endroit était dangereux et qu'il devrait partir. Rejetant sa suggestion, il déclare qu'il va acheter un bâton juste ici. Le sourire aux lèvres, il affirme que ce marchand a vraiment piqué sa curiosité. Surprise, la fille demande s'il va vraiment choisir un bâton dans cette boutique. Il se tourne alors vers le marchand et lui demande ce qui l'a poussé à penser ça. Observant le jeune homme de près, le marchand se met à analyser le moindre détail sur lui. Il regarde la façon dont le jeune homme s'habille et dont il se tient. Lui-même. Analysant ses mains, le marchand continue de chercher des indices importants. Il remarque également la manière dont le jeune homme pose le pied au sol en bougeant. En désignant le garçon, il dit que son centre de gravité est subtil. Se remémorant son passé de chevalier, il dévisage le marchand sans dire un mot. Derrière lui, la fille affirme qu'Oscar n'est pas un véritable épéiste. Il se dit alors qu'il ne s'attendait pas à ce que le marchand l'analyse aussi vite. Debout dans la boutique, il décide de dire la vérité au marchand curieux. Il révèle qu'il a commencé à apprendre la magie il y a 6 mois, ce qui surprend l'homme. Avec le sourire, la fille précise qu'il étudie à l'académie de magie. Pensif, le marchand lui demande pourquoi il cherche un nouveau bâton. Il explique alors que le bâton qu'il utilisait s'est brisé pendant un combat. Lui tendant l'arme brisée, il montre l'état du bâton au marchand. En analysant l'objet, le marchand déclare qu'il est désormais complètement inutilisable. Il explique ensuite que le cercle magique interne a été détruit par un excès de mana. Ne comprenant pas, il demande au marchand ce qu'il veut dire par là. Le marchand explique que les bâtons plus grands supportent plus de mana, mais qu'ils sont plus difficiles à manier. En tenant le bâton brisé, il affirme que la forme pour débutants est plus intuitive. En repensant à ses professeurs, il remarque que leurs bâtons sont grands et complexes. Il demande alors quel genre de bâton pourrait lui convenir selon le marchand. Le marchand répond qu'il n'a pas encore décidé s'il lui en vendrait un. Traversant la boutique, il s'approche du jeune homme qui le dévisage avec confusion. Il le met alors au défi de choisir le meilleur bâton de toute la boutique. En montrant l'étagère, il déclare qu'il le lui vendra s'il est satisfait de son choix. En regardant les options, il commence à analyser le bâton qu'il devrait choisir. Derrière lui, la fille et le marchand l'observent en attendant sa décision. Elle se dit alors que la valeur d'un bâton dépend de ses matériaux. Soudain, il tend la main et semble ressentir quelque chose dans l'un des bâtons. Elle se demande s'il ne s'agit pas d'un bâton rare en bois de Haganon. Choquée par l'objet, elle se rappelle que l'un d'eux équivaut à une année de luxe. Le regard plein d'espoir, elle souhaite que Oscar remarque ce bâton. Il se retourne alors, comme s'il ressentait une présence magique. Tenant un bâton simple, il déclare avoir enfin décidé lequel prendre. Il montre alors un morceau de bois en disant qu'il va prendre celui-là. La fille et le marchand le dévisagent, choqués par son choix inhabituel. Elle s'écrie alors que le bâton le plus cher de la boutique est l'autre. Il explique qu'on ne lui a pas demandé de trouver un bâton cher,
mais un bon bâton. Le regard sérieux, le marchand lui demande pourquoi il a choisi ce bâton. En souriant, il répond que c'était juste une intuition, qu'il le sentait chaleureux. Il touche ensuite le marchand avec le bâton, et ce dernier le regarde avec dédain. Le bâton en main, il affirme que l'objet n'est pas brisé. Il conclut en disant que perdre son équipement est la chose la plus effrayante. Avec le sourire, il déclare que c'est un bon bâton pour son utilisateur. Le marchand le dévisage, surpris par son analyse si précise de l'objet. Soudain, l'homme se retourne et le regarde d'un air surpris. Il demande alors si le marchand compte lui vendre le bâton qu'il a choisi. Le marchand révèle que ce bâton a été fabriqué pour son fils il y a bien longtemps. Confus, il demande pourquoi le bâton est dans la boutique s'il n'est pas à vendre. Il ajoute ensuite que le propriétaire du bâton a été brisé avant l'outil. Sur le comptoir, une photo montre le marchand à côté de son jeune fils. En tenant le bâton, il affirme qu'on ne peut pas dire que l'objet est bon. Tournant le dos, il semble congédier les deux jeunes de sa sombre boutique. Il dit que c'est dommage, mais la fille le réconforte en affirmant que ça ira. Soudain, le marchand leur demande où ils croient aller comme ça. Ne comprenant pas, il se tourne vers l'homme, confus par sa question. Le marchand lui dit de patienter, car il va chercher un bâton qui lui conviendra. En apprenant la nouvelle, les deux sont fous de joie et célèbrent. Soulagée, elle avoue qu'elle était très nerveuse et il s'excuse. Soudain, la porte de la boutique s'ouvre, révélant une nouvelle silhouette. C'était l'homme qui les avait attaqués dans la forêt, ce qui surprend tout le monde. L'air choqué, ils demandent ce qu'ils font ici. N'y comprenant rien, les deux se contentent de dévisager l'homme, surpris par son apparition. Tenant son fouet, l'homme foudroie le groupe d'un regard menaçant. Les yeux écarquillés, le protagoniste prend conscience du danger dans lequel il se trouve. La fille demande alors si le professeur est lui aussi venu à la boutique pour acheter une baguette. Il répond que oui, cachant ses véritables intentions. À cet instant, le marchand interpelle le professeur, semblant déjà le connaître. Prétextant qu'il a l'air occupé, le professeur prend congé et quitte la boutique. En quittant la boutique, il marche dans la rue, s'éloignant du groupe d'étudiants. Elle fait alors remarquer qu'il est déjà parti et se demande ce qu'il voulait. Le marchand affirme qu'il est toujours aussi agité, montrant son mépris pour cet homme. En lui tendant un nouveau bâton, il déclare que ce sera son nouveau partenaire de combat. Surpris, il fixe le bâton, se demandant de quel genre d'arme il s'agit. Fabriqué en bois, le bâton possède une lame de hache à son extrémité supérieure. Le marchand explique que le bâton a été fabriqué à partir de l'arbre d'origine légendaire. Cet arbre, qui ne meurt jamais, se trouve sur une nation insulaire très lointaine. Le feuillage de l'arbre reste radieux avec une canopée toujours verte et pleine de vie. La fille s'écrie que les baguettes de cet arbre sont un trésor d'une valeur inestimable. Avec le sourire, le marchand lui dit qu'elle a raison. L'objet est très résistant. Encore étonnée, elle affirme qu'un tel bâton doit coûter très cher. Le marchand révèle que le bâton était destiné à son fils à son retour. Tournant le dos, il précise que, tout comme la baguette de son fils, il n'est pas à vendre. Assis sur un banc, il s'écrie qu'il ne vendra aucune autre baguette. Il explique ensuite qu'il n'y a aucune autre baguette dans la boutique qui lui conviendrait. En tenant le bâton, il s'apprête à accepter le cadeau du marchand. Avec le sourire, il le remercie chaleureusement pour tout son soutien et sa compréhension. Le marchand le presse alors, lui disant d'essayer le nouveau bâton sur le champ. L'arme en main, il se prépare à tester la puissance de son nouvel équipement. Les yeux fermés, il commence à se concentrer pour utiliser sa magie. En canalisant son énergie, il enveloppe tout le bâton de son mana bleu. Le marchand l'observe avec un regard sérieux et une légère pointe de surprise. Il affirme alors que la sensation est étrange, comme s'il l'utilisait depuis des années. En leur criant dessus, le marchand leur dit de partir, car il ne peut pas se permettre de perdre des clients. Se souvenant du professeur, il se retourne et décide de poser une question à l'homme. Il demande alors si le professeur Imon est un habitué de cette boutique. De retour à l'académie, les étudiants se rassemblent en classe pour le cours suivant. L'un des étudiants les pointe du doigt en disant que c'est le groupe qui est allé au cimetière. Ils font remarquer que c'est un miracle que le groupe soit revenu entier de cet incident. L'un d'eux révèle que Levin a essayé de sauver sa propre peau et d'abandonner les autres. Soudain, le professeur fait claquer son fouet, ce qui fait sursauter toute la classe. Agacé, il hurle sur les étudiants qui s'excusent d'avoir discuté. Le professeur dévisage alors le protagoniste qui l'observe en silence depuis sa place. Il se contente de fixer le professeur en retour, sans réagir à son regard. Le marchand révèle que Imon était le capitaine de l'escouade de son fils. Il ajoute également que le professeur était sur le champ de bataille quand son fils est mort. Dans un flashback, le professeur apparaît dans la boutique et parle au commerçant. Il conclut en disant que c'est Imon qui a rapporté le bâton. Tenant le bâton brisé, il continue d'écouter l'histoire du commerçant. Choquée, la fille avoue qu'elle ignorait tout de l'histoire du professeur. Pointant le jeune homme du doigt, il explique que le professeur a toujours été bon envers son fils. En entendant cette histoire, il regarde l'homme avec une expression très sérieuse. Tenant le bâton, il affirme que cette arme a été très sollicitée au combat.
Il ajoute ensuite que son fils devait être un mage exceptionnel. Surpris par cette analyse, le commerçant lui demande comment il le sait. Se remémorant le cours, il s'assoit, prêt à démasquer le véritable coupable. Il se rappelle que le jour de l'entraînement, le professeur Imon faisait partie des instructeurs. Avec un regard plein de haine, il déclare que ses soupçons sont fondés. Il en conclut alors que le professeur est le cerveau derrière cette attaque. Il se dit que c'est sa chance, puisque le professeur ne se doute de rien. Le regard déterminé, il affirme que cette fois-ci, c'est lui qui frappera le premier. Dans une pièce sombre, le professeur communique avec une entité mystérieuse. L'entité déclare qu'elle admire les prouesses dont il a fait preuve sur le champ de bataille. Le professeur répond qu'il est tout à fait conscient des attentes placées en lui. L'entité lui demande ensuite s'il a trouvé l'académie plus perfide que la guerre. Répondant par la négative, il semble un peu gêné par la question. Il promet alors d'obtenir des résultats militaires sans plus tarder. Après la conversation, il se tourne et quitte la pièce, songeur quant à sa mission. Debout au milieu de la pièce, il réfléchit aux récents événements. De retour à l'académie, la scène montre l'imposant bâtiment de l'institution. Le directeur lui demande si c'est Imon qui l'a attaqué pendant l'entraînement. Il avoue avoir du mal à croire à cette accusation portée contre le professeur. Le directeur explique que le professeur était un homme courageux qui a risqué sa vie. Le protagoniste répond que malgré tout, il est certain de ne pas se tromper. Le directeur déclare que s'il l'affirme, ce doit être vrai, mais qu'il lui faut des preuves. Avec un sourire, il répond que c'est exactement pour cette raison qu'il est là. Surpris par ce plan, le directeur écoute attentivement chaque détail de la stratégie. Il affirme que, tout comme lors de l'entraînement, le professeur attaquera de nouveau. Il conclut que si l'occasion se présente, l'ennemi frappera sans la moindre hésitation. En entendant ce plan, le directeur se met à réfléchir aux prochaines étapes à suivre. Il révèle ensuite qu'il y a une mission d'escorte pour la princesse impériale. La princesse Ariel devait s'inscrire dans la première classe de l'académie. Mais en raison des effets secondaires d'un sortilège, elle a dû repousser son inscription. Le professeur Ruth révèle que son inscription a été repoussée pour cette raison. Avec un regard sérieux, elle annonce qu'ils doivent aller accueillir son Altesse dans la capitale. Le professeur révèle ensuite que ce sera la mission qui leur sera confiée à tous. Tout en lisant un livre, l'une des étudiantes semble très intéressée par la mission. Le rival du protagoniste écoute lui aussi les instructions avec beaucoup d'attention et de sérieux. Il se dit alors que ce sont les conditions parfaites pour que Imon l'attaque. Le professeur se tourne vers la classe et demande si quelqu'un a des questions. À cet instant, le rival lève la main et interpelle le professeur, prêt à prendre la parole. Avec un regard sérieux, il s'interroge sur la force du nouveau membre de la classe. Il demande s'il peut supposer qu'il possède une force qui rivalise avec la leur. En entendant cette question, il dévisage son rival avec une expression d'une certitude absolue. Le professeur affirme qu'à en juger par l'entraînement, il les a déjà tous surpassés. Choqué par cette révélation, il fixe le professeur, ne croyant pas ses oreilles. L'une des étudiantes qui lisait un livre semble également surprise par cette nouvelle. Il rétorque ensuite que l'homme qu'il connaissait était médiocre et n'avait aucun pouvoir. Le protagoniste se contente d'écouter cette crise de colère sans montrer la moindre réaction. Le professeur souligne que malgré cela, plusieurs personnalités importantes ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Il affirme que ses notes étaient supérieures et qu'il ne comprend rien à cette situation. Avec un regard furieux, il déclare qu'il trouve tout cela complètement incompréhensible. Pointant le protagoniste du doigt, il le provoque en duel devant tout le monde. Il exige alors que ce garçon montre la moindre goutte de son pouvoir en tant que mage. Le professeur semble fatigué de l'attitude de l'étudiant mais n'intervient pas dans ce conflit. Elle se dit alors qu'au vu de la situation, elle craint pour l'avenir de la mission. Avec un sourire, le professeur annonce que le perdant du duel sera renvoyé. Fixant son rival, il accepte le défi, laissant l'autre garçon sous le choc. Dans une arène, les deux prennent place, prêts pour le début du duel. Tenant son bâton, il se demande comment ils en sont arrivés là. Soudain, il remarque quelque chose et regarde son adversaire avec stupéfaction. Le rival lève sa baguette et commence à invoquer un sort de glace. Plusieurs cercles magiques de glace apparaissent autour de lui, tandis qu'il le dévisage avec surprise. En criant, le rival lui dit de se préparer pour l'attaque à venir. Il se dit ensuite qu'il ne peut en aucun cas être écarté de la mission. Serrant fermement son bâton, il se prépare pour cette bataille imminente. Avec un regard sérieux, il se concentre, prêt à utiliser toute sa puissance. En criant, il déclare qu'il relève le défi de son rival, Zazan Gilota.